Bonjour à tous. Bonjour Arnaud, bonjour Raphaël. Bonjour. Très Bonjour Jonathan. content d'être avec vous aujourd'hui. On va parler aujourd'hui d'e-catalogue, on va parler de communication promotionnelle dans un webinaire qui devient un rendez-vous assez sympa. Voilà, il y a quelques caméras qui nous perturbent un petit peu, mais sinon on est plutôt pas mal. Hem, je vous laisse vous présenter d'abord pour commencer. Arnaud, toi tu es chez Nanoterra, Raphaël de chez Meta, vous allez nous expliquer un petit peu ce que vous faites, pour Oui, chacune des 2 je t'en entités. prie, Raphaël. Bonjour à tous et merci Jonathan pour cette invitation. Donc moi je suis Raphaël, je travaille chez Meta depuis à peu près 5 ans. Et puis je travaille dans la branche commerce. On accompagne les retailers sur leur manière de communiquer sur nos plateformes Facebook, Instagram, mais aussi WhatsApp. Et par ailleurs, je travaille aussi dans un groupe de travail avec l'Alliance Digitale sur la digitalisation du prospectus. Donc voilà, c'est un sujet qui me passionne et qui nous occupe beaucoup, surtout en ce moment. Et un truc pour compléter ta presse, depuis un an, tu as fait beaucoup aussi de terrain. Tu as été voir les magasins, les centrales. Tu t'es nourri aussi des échanges que tu peux avoir avec des adhérents, des responsables marketing. Absolument. Le terrain, c'est passionnant. C'est là que se passe le commerce aussi. Donc, voilà, on a le travail avec la centrale. On a, cela dit, aussi beaucoup de travail d'évangélisation pour aller montrer ce que c'est Meta au local, Ouais. Facebook au local. Je pense qu'on va rentrer un peu dans le détail, mais voilà, c'est là que ça se passe en tout cas. Donc, on est de plus en plus présent sur le terrain. Arnaud, on ne te présente plus, mais on te connaît aussi. Mais Non, non, je vais garder un peu d'humilité quand même. Merci pour l'invitation, Jonathan. Enfin, l'invitation pour cette deuxième édition, puisqu'on l'avait fait l'année dernière, à l'occasion de la sortie du livre blanc que je bosse en distribution produit avec Nanoterra pour le suivi du WePub, qui continue à être un sujet qui nous anime. Donc, pour ma part, je m'appelle Arnaud, je suis le directeur du marketing digital au sein de l'agence Nanoterra. euh, qui est, que je vais expliquer en quelques mots, qui est peut-être moins connu que les activités de Meta. Hmm. Nanoterra est une agence leader en France sur l'accompagnement des enseignes de distribution et grande distribution sur tout ce qui a trait à la génération de trafic magasin. On aime à dire qu'on est les experts de la promotion de la promotion. Et notre métier, c'est d'accompagner les enseignes, les centrales régionales et les points de vente pour que les consommateurs décident cette semaine de se rendre dans leur point de vente et non pas chez les concurrents. Et par ailleurs, comme Raphaël, Nanoterra est membre de l'Alliance Digitale et si Raphaël s'occupe du groupe de travail de la digitalisation du catalogue, pour ma part, je, je fais partie du groupe de travail sur la Drive to Store multilocal, qui fait partie de nos activités. Voilà. Et donc Jonathan de Je bosse en grande distribution, que vous connaissez, j'espère. Si vous êtes là, c'est que vous nous connaissez. Heu, sujet extrêmement vaste, extrêmement dense, passionnant, celui du commerce, de la communication promotionnelle. On a établi un livre blanc, du coup, qu'on a coécrit, avec 10 enseignements, du coup, clés, qu'on s'est nourris d'interviews avec, bon, Raphaël, bien sûr. On en parlera aussi de Brigitte Le Thielleux, hyper intéressant ce qu'elle nous a raconté sur, Bricomarché. On va revenir, du coup, sur 10 enseignements clés avec des mots, des chiffres, qui nous ont nourris justement pour faire cette enquête, pardon. 1er renseignement important, Raphaël va aussi nous en parler là-dessus, les réseaux sociaux sont plus que jamais indispensables. Meta est plus que jamais indispensable. Il y a eu un effet un peu pont labbé aussi, on va forcément, pouvoir les citer, qui a donné encore envie à beaucoup de magasins de se lancer sur la com locale, de créer du contenu organique. Aujourd'hui, c'est impossible de faire sans les réseaux. Facebook, Insta, TikTok, faut pas tous les citer. Bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Je pense que c'est du fait tout simplement que Facebook, Instagram sont des grands carrefours d'audience. Ouais, Facebook, c'est 40 millions de personnes tous les ouais, mois. Instagram, c'est 35. WhatsApp, c'est 45. Donc, c'est un média de masse que les gens consomment en moyenne par jour pendant 1h30. Les réseaux sociaux au sens large, hein, je ne parle pas ouais, de nos plateformes en ouais. particulier. Ce qui fait que c'est un gros carrefour d'audience. Ça a atteint le niveau de la TV, hein. La TV linéaire, aujourd'hui, c'est 1h30 en moyenne par jour aussi, en France. Donc du coup, forcément, les consommateurs sont sur ces plateformes, parcourent en moyenne 150 mètres par jour C'est de fil colossal. Ouais, d'actualité. Et donc effectivement, que la marque ou qu'une enseigne soit présente sur ce fil d'actualité, c'est de la part d'audience. Et donc du coup, ça permet de donner de la visibilité et donc ça permet de communiquer avec chaque consommateur. Donc effectivement, nos habitudes de consommateurs sont là. La publicité, c'est 90% du chiffre d'affaires de Meta. ouais. Donc forcément, c'est un sujet qu'on connaît bien, qu'on décortique et qu'on rend de plus en plus efficace, bien sûr. Mais aujourd'hui, effectivement, je pense que ce côté plateforme de masse et audience de masse joue beaucoup sur ce que tu viens de dire, à savoir que c'est
indissociable de la communication Ouais, on va y locale. revenir du coup sur la notion de réseaux sociaux et de création de contenu. Je rebondis sur les chiffres de l'Arcom que j'ai lu ce matin. Le smartphone en taux d'équipement a dépassé la télé. C'est colossal, hein. Entre 2022, entre 2021 et 2024, le smartphone a pris 10%, 10 C'est fou. points. Et la télé a perdu 2 points. Aujourd'hui, on passe plus de temps devant son petit écran que l'autre petit écran du salon. Alors, absolument. Et ce dont on vient de parler, finalement, c'est du canal. La perspective qu'on en a quand je bosse en grande distribution ou Nanoterra, c'est à la différence de la télé ou à la différence des supports imprimés, le contenu est infini. On consulte 150 mètres par jour, Ouais. mais on pourrait consulter 2 kilomètres par jour, ça ne s'arrêterait pas. Exactement. Et donc tout l'enjeu, justement, sur ces réseaux sociaux, c'est on a droit à peu de temps d'attention Ouais. de la part de l'audience, de la part des internautes, de la part de nos consommateurs, de nos clients. Et ce à quoi on travaille, c'est à aider les enseignes à faire en sorte que les consommateurs aient envie de s'arrêter pour en savoir plus. Et ça, c'est, je pense, le plus gros challenge de maîtrise et de prise en main des réseaux, euh, c'est que c'est infini. Et donc, comment est-ce que je fais pour émerger euh, Et tout le monde n'est pas, euh, tout le monde n'est pas Spielberg, tout le monde n'est pas en capacité tout le temps de produire. Et Spielberg ne fait pas un film tous les 2 jours. Et donc, comment est-ce que je fais pour pouvoir régulièrement attirer l'attention des gens qui me concernent? Mm. Parce que ça, c'est l'autre enjeu. Les réseaux sociaux sont par nature, et c'est ça qui fait d'ailleurs leur singularité, leur force, ils sont transnationaux. Ouais. Et le commerce, lui, est local. Ouais. Donc, ce qui m'intéresse en tant que commerçant, finalement, c'est de capter l'attention des gens qui peuvent se rendre dans mon point de vente. Je suis ravi que des gens qui vivent à l'autre bout de la planète voient mes contenus, c'est très satisfaisant. Mm. Mais en termes de chiffre d'affaires et trafic magasin, ça a peu d'effet. Le mot, tu l'as dit, hein, attention, garde attention. On passe un temps finalement assez plafonné hein, sur les réseaux sociaux. L'entonnoir est finalement très limité en bas. Par contre, en haut, ça devient un embouteillage. Ouais. Ah oui, il y a de plus en plus de monde. Alors, on a vu, par reciter, des magasins dans le Finistère Sud notamment, qui sont très actifs sur les réseaux. La notion de création de contenu, c'est vraiment une des clés maintenant pour être visible sur les plateformes. Ouais. Tous les magasins s'y sont globalement mis depuis 2-3 ans. Cela dit, il y a encore un besoin de professionnalisation. Ouais. Ah Tant- ouais, complètement. Je rebondis aussi sur ce que tu disais, Arnaud, le côté, le contenu, lorsqu'on publie du contenu qualitatif ou qui retient l'attention, des fois, ça dépasse les frontières du local. Ça Ouais. va bien au-delà. Tu parlais de Pont-l'Abbé un petit peu plus tôt, Jonathan, qui est un exemple assez incroyable en ce moment. Ouais. Il y a une particularité, donc moi je trouve que c'est phénoménal. Je trouve que c'est un exemple qui devrait inspirer le natio, c'est-à-dire les enseignes au niveau national, encore plus que les magasins, dans la mesure où le contenu que Pont-l'Abbé publie est national. Et effectivement, il va toucher des millions de personnes, mais il va toucher des millions de personnes qui habitent à des centaines de kilomètres du magasin. Donc ça contribue effectivement. Alors, le passage au journal de TF1, hein, je crois, aux 20 heures de Ouais, c'était à TF1, vous. Enfin, il y a je sais eu, pas si vous il écoutez. y a eu une presse On les salue. autour de ce cas de figure Ouais. qui est incroyable. Ouais. Et en fait, on aurait presque envie que cette presse, alors bravo Pont-l'Abbé, je le dis ici aussi, mais on aurait presque envie que cette presse, elle profite à l'enseigne. Elle le fait d'une certaine manière, mais qu'elle profite à l'échelle de l'enseigne pour tous les magasins, etc. Et donc du coup, alors Pont-l'Abbé, il y a même des gens qui viennent quand même de loin pour demander des autographes en magasin. J'ai entendu des histoires incroyables. Mais ce que je trouve remarquable, c'est que effectivement, à partir d'un contenu local Pont-l'Abbé, on touche toute la France, on va peut-être même plus loin, mais on dépasse les frontières de Ouais. la zone de chalandise On fait plus qui du vient local. faire ses achats en magasin. C'est la nuance en fait. Mais c'est un cas de figure extrêmement Est-ce que vous intéressant. savez qu'avant eux, il y a un autre compte local qui a explosé les scores par rapport au compte national? Dans quelle enseigne? Dans la même enseigne? Enseigne du coup du jouet, le Jouet Club de Terreville. Ah ouais. Ils ont des vidéos qui frôlent les 100 millions de vues. Et le vendeur se contente uniquement d'emballer des cadeaux. Mais ça va du jeu triangulaire au nounours à des jouets hyper compliqués. Et ils ont 1,4 million d'abonnés. Et Donc, comme quoi, c'est pas un cas unique. juste en, En en- emballant des cadeaux, Ah ouais. voilà. Et ils ont des vidéos qui frôlent les 100 millions de vues. Alors, ils ont percé il y a 2-3 ans. Ils n'ont pas eu le même effet médiatique que d'autres magasins. Mais c'est pas un cas unique. J'en ai D'accord. d'autres en tête encore. Peut-être qu'on fera un article un jour là-dessus, mais c'est pas un cas unique. Ça devient en fait un influenceur du retail, comme dans d'autres domaines. Alors, sur l'étude du coup qu'on a réalisée auprès d'une centaine de magasins, donc 64% des répondants ont déclaré que la création de contenu était
leur préoccupation principale du moment. Est-ce que c'est un chiffre qui vous étonne? Ça me paraît faible. Ça te paraît faible Ça me carrément? paraît Ouais. faible. Ouais. Ça me paraît faible parce que, alors, pour Raphaël, Jonathan et moi avons l'habitude d'échanger avec beaucoup de points de vente et une partie de ces points de vente sont des hypermarchés qui ont des très grandes surfaces et qui ont la surface financière pour avoir des équipes dédiées à ça. Non, pour Laura, ouais. Mais c'est l'arbre qui cache la forêt de la vaste majorité des points de vente qui n'ont pas du tout les moyens de pouvoir faire ça. Et donc, effectivement, pour tous ceux-là, comment est-ce que moi, commerçant, dont le métier qui n'est pas communicant, je crée du contenu? Ouais. Et on va le dérouler tout au long de ce webinaire. Et c'est vrai, effectivement, la question à laquelle on cherche à répondre et finalement, ensemble, pour ces magasins, où est leur vraie valeur ajoutée locale versus à quel moment est-ce que je me repose sur ma centrale, sur mes agences, pour finalement faire ce Mmh. pour lequel je n'apporte pas vraiment de Comment on valeur. orchestre un peu tout l'écosystème, en Ouais. s'appuyant sur ouais, le natio, le local effectivement, le régional pardon. Il y a un intérêt à tisser des liens. Et à Et tisser des on en liens reviendra aussi. également entre points de vente pour ne pas se retrouver un petit peu isolé Ouais, bien dans sûr. son magasin et de tisser des liens. Et Meta, les groupes WhatsApp permettent Ouais. de mettre en œuvre des communautés de créateurs, presque des groupes de travail internes en quelque sorte, pour que Ouais. les équipes points de vente, qu'elles soient de la direction, des chefs de caisse, qui sont très souvent les personnes en charge de cet aspect des choses, Mmh. puissent le faire. Et moi, je nuancerais aussi ton point, Jonathan, parce que c'est la communication. Donc, effectivement, moi, ce chiffre ne me surprend pas du tout. La majorité cherche aujourd'hui à améliorer la qualité du contenu qu'ils vont publier. Mais on peut peut-être scinder la question en deux parce qu'il y a l'organique et il y a le On sponsorisé. va y venir au point 3. Ouais. Ouais, et donc, du coup, l'organique, effectivement, on raconte la vie du magasin. C'est la facilité un peu pour tout le monde, j'ai l'impression. Exactement. Ouais, et puis c'est quand même important. On crée on recrée l'ADN du magasin en numérique en quelque sorte au travers des réseaux sociaux. Et il y a un côté palpable aussi, on voit les Ouais. interactions, les commentaires, les fans, Bien sûr, bah, les on fans s'appuie adorent là-dessus. ça, exactement. Et puis il y a la communication qui est plus publicitaire. Nous on appelle ça beaucoup le dark post parce que c'est quelque chose qui va pas figurer dans la page du magasin, Ouais. dans le fil d'actualité du magasin. Ouais. Et là effectivement, je dirais que même dans les équipes hyper, on est loin de la perfection, quoi. Et donc du coup, créer du contenu qui a de l'impact, qui est visible, qui touche les consommateurs, la corde sensible. Bon, il y a le prix qui joue beaucoup. Ouais. Mais le cœur balance un peu entre les deux aujourd'hui. C'est de l'organique à la base. Mettre de la publicité pure et dure sur les réseaux sociaux, c'est pas encore naturel non plus pour les magasins. Et encore moins, évidemment, pour ceux qui n'ont pas de chargé de communication en interne ou il faut passer par des agences ou par des acteurs tiers qui savent organiser ça aujourd'hui. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, j'ai interviewé Brigitte Letielleux, responsable promo du coup chez Bricomarché et pas communication comme à l'écran, qui dit: «La communication locale doit se détacher du commerce». J'adore cette phrase. Mmh. On partage ce que dit Brigitte, puisque justement cette communication a vocation à recréer de l'affect. Ouais. Et, la vision que j'en ai, c'est que ces réseaux sociaux, la page du magasin, finalement, c'est un canal de CRM de fidélité, parce que ça me conforte et ça me confirme dans l'expérience que je vais vivre en magasin. Mmh. Si je cherche un prix, je vais aller chercher un prix où c'est un vecteur de trafic. La promo est un vecteur de trafic. Mais cet aspect-là des choses, la promo, il y a des gens qui savent très bien l'organiser, l'orchestrer, le structurer, le diffuser. Mais par contre, ce qui se passe dans mon magasin à moi, Ouais. ça, le national est incapable de le faire, puisque à moins Il sait pas. d'envoyer des gens partout, et il ne sait pas. Et c'est là, c'est ce que dit Brigitte est très vrai. C'est c'est vrai, il s'est pensé à 2-3 coups plus tard en se disant: «Créer du contenu qui raconte mon magasin, qui raconte mes équipes, qui raconte moi, vrai Jean, j'utilise ce produit dans une vraie situation dans laquelle toi, auditeur, Mmh. lecteur, tu peux te projeter. Mmh. Et tu sais que ce vendeur va pouvoir te conseiller». Et c'est ça qui est authentique et que le local sait faire. Le commerce arrive derrière. Et Ouais. toi, tu le vois comme un outil de fidélisation et non pas de découvrabilité? Moi, je le verrais plus dans ce sens-là aussi. Les 2. Moi, je pourrais dire une autre phrase qu'on pourrait essayer de dire, c'est humaniser la communication commerciale. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, quand on voit une pub, un 4x3, on voit un gros prix, on voit un produit et puis basta. Ouais, ça vaut pour tout finalement, c'est pas que Facebook, internet et cetera. Exactement. Et en fait, et on sait très bien, enfin tous les trois, que quand on va dans un magasin, selon la qualité du vendeur qu'on a en face, on va acheter ou non le produit. Et donc du coup, on peut considérer qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, la manière de communiquer, Mmh.
Si elle est plus humaine, bah, elle nous incite un petit peu plus à aller en magasin. Et si on se rend compte qu'il y a du service derrière, bah, ça fait chaud au cœur et on va probablement s'y rendre davantage. Donc effectivement, le côté, je trouve que les deux, enfin, ça se combine bien tout ça. Ouais. Ça va de pair un petit peu avec cette tendance à noter un peu tout. Noter un magasin, noter un taxi, noter une livraison. Et on a besoin de réassurance. Finalement, le client a besoin de réassurance et voir ce contenu local, c'est de la réassurance. Mm. Je décide de faire 10-15 km pour me rendre dans ce point de vente. Ouais. J'aurais pu aller dans un autre. Ça me rassure parce que j'ai déjà une anticipation. Mm. Qui a déjà réservé une chambre d'hôtel sans regarder les photos des chambres. Mm. On ne fait plus ça. On a Avec besoin de savoir à quoi va ressembler la chambre. La confiance, ouais. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je parle Alors, c'est vrai que la découvrabilité, il participe. Et voilà, mais ça travaille les deux. Et pour revenir encore sur la création de contenu, moi, je sais que je peux en parler pendant des heures, mais Google indexe les vidéos courtes depuis les 3-4 semaines maintenant. C'est pas anodin. Et Google encourage aussi maintenant à publier des photos sur sa page Business Profile. C'est pas anodin non plus. Et encourage aussi maintenant, les clients peuvent poster des photos directement. Point important, je préfère le dire, mais en tout cas, créer du contenu, ça devient indispensable, je trouve, pour Bien sûr. qu'on soit sur Facebook et même ailleurs. Bien sûr, c'est des éléments. Nanotera est partenaire de Partout, qui est un des acteurs leaders du presence management. Et on accompagne aussi justement pour les aider, mais à le faire à l'échelle. Donc, il y a former le local et puis il y a tout ce que le local n'a pas à faire, tout ce que le magasin n'a pas à faire et pour lequel l'agence, sa centrale, va pouvoir le délester, Ouais. créer du contenu, publier du contenu sans avoir sans que le point de vente ait à s'en occuper. Et ça, Et, c'est une préoccupation, je pense, des magasins. et 80% du contenu sur Meta, c'est de la vidéo maintenant. Ouais. Donc, on voit aussi LinkedIn. Ça. Hein. LinkedIn, ils ont ajouté l'onglet Ouais. pour mettre de la vidéo. Donc, c'est une tendance quand même. Après, faire du contenu vidéo, c'est un peu plus complexe que faire du contenu image, photo ou même motion. Donc après, voilà, à l'échelle du magasin, encore une fois, si on se met dans les bottes d'un chargé de communication, il n'a pas forcément le matériel pour faire un tournage. Bon, si, il a son téléphone, hein, dans le fond, c'est l'instantané que veulent Ouais. aussi souvent les consommateurs. Mais voilà, la vidéo, c'est sûr qu'elle prend une place de plus en plus importante. Ouais. Deuxième enseignement, évidemment, on ne l'a pas oublié, l'e-catalogue est toujours aussi indispensable aujourd'hui. Les enseignes comptent sur lui, que ce soit en version print ou version digitale. 70% des répondants ont déclaré intégrer le prospectus l'e-catalogue dans leur stratégie de communication. Pareil, ça aurait pu être plus haut. Je pense les 30% restants ne se rendent pas compte qu'ils l'utilisent aussi. Donc, je pense 100% l'intègrent. Alors, pour l'anecdote, je pense qu'il y a aussi, dans une certaine mesure, une part peut-être pour lesquelles on ne se rend pas toujours compte du parcours utilisateur digital. Ouais. Et ça fait bientôt 6 ans que je suis chez Nanotera. Et très souvent, donc on fait beaucoup de campagnes publicitaires et quand on demande au magasin, quand l'internaute clique sur la bannière, quelle est la page que vous voulez montrer au consommateur? Ah, aucune idée, j'y ai pas pensé. Donc c'est un petit peu la même chose. Et finalement, le catalogue en ligne, c'est la destination promotionnelle parce que le catalogue imprimé, distribué en boîte aux lettres et qui reste un vecteur hyper important et performant de trafic, porte en lui-même et le message de l'opération et l'offre. Le digital a un parcours qui est plus consécutif, plus par étapes. Et c'est là-dedans qu'on va pouvoir le découvrir. Ce qui change, et donc Raphaël en parlera encore mieux puisqu'il est en charge du groupe de travail sur la digitalisation du catalogue, mais Nanotera édite beaucoup de e-catalogues. Et ce qu'on voit, c'est que les enseignes s'approprient de plus en plus cette logique de e-catalogue et cette logique de digitalisation du catalogue pour passer d'une version qui reste tout à fait plébiscitée de page à page, de l'expérience de découverte, bien. avec souvent par contre le passage qu'on voit chez Nanotera en mise en page, d'accepter le fait qu'une page qui en papier fait un A4 a besoin d'être repensée pour un écran qui fait un tiers de cette superficie-là. Donc moins de produits par page, mais cette expérience de découverte, étape par étape. Et en même temps, il y a d'autres formats plus digital native, en quelque sorte, des produits les uns à côté des autres en mosaïque et qui permettent au magasin de pouvoir mettre en place une opération commerciale sur un support e-catalogue beaucoup plus vite que par le passé. Puisque jusqu'à présent, si tu avais besoin d'imprimer, de faire une opération imprimée, distribuée en boîte aux lettres,
du jour au lendemain, c'est quand même Mmh. matériellement compliqué. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit sur 2025, une tendance qu'on va voir sur laquelle les magasins vont pouvoir enfin, en quelque sorte, mettre en ligne leurs opérations, leurs promotions avec plus de diversité dans l'offre. Ouais. Ouais, ouais, Gros sujet, hein, le prospectus, ouais, en ligne. ouais, totalement aligné, avec Arnaud. Globalement, le réflexe qu'il faut avoir aujourd'hui, c'est de se dire: «J'ai une pub, vers quoi je renvoie derrière?» Et c'est souvent assez rare que ce soit bien mené. Il y a souvent des store locateurs qui impliquent, 7 à 8 clics avant d'arriver sur le contenu, qu'on souhaite. Je clique entre le moment où je clique sur une pub et le moment où j'arrive sur le Ouais. contenu de la liseuse. Et puis effectivement, il y a, encore, ce discours d'un côté, quand on parle à des distributeurs ou à des magasins qui retrouvent le PDF, le leaflet, le prêt-à-feuilleter, peu importe comment on l'appelle, directement sur son mobile, il y a un côté réconfortant parce qu'on retrouve ce média qui a toujours existé dans sa forme originale, qui fait qu'en fait, on n'a pas besoin de prendre trop de décisions dans sa navigation. On ne fait que tourner les pages et on découvre énormément de choses, ce qui est quand même extrêmement confortable pour l'utilisateur, il faut aussi le dire. Aujourd'hui, il est en confrontation avec cette vision mosaïque dont tu parlais, où les produits sont affichés sous forme de grille, mais qui n'ont pas encore cette capacité à inspirer autant que l'a fait le papier dans l'histoire. D'autant Ouais. plus que les temps de connexion sont de plus en plus courts. À la base, un prospectus papier, on le prend, on le lit 3 minutes. Aujourd'hui, sur le temps d'attention sur mobile est fragmenté. On est toujours interrompu par SMS, une notification WhatsApp ou peu importe. Et donc, du coup, en fait, il faut arriver à reconstruire cette attention de manière différente avec des redirections qui sont pertinentes et tout. Mais les liseuses, et notamment celle de Nanoterra, je dois le dire parce elle est elle est très belle. Et les mosaïques sont de plus en plus perfectionnées et ont cet objectif de reprendre le rôle du prospectus PDF, c'est-à-dire je ne réfléchis pas, mais je suis exposé à une offre qui me retient dans l'expérience pour développer ma relation avec l'enseigne, quoi. Et une mise en page, parce qu'une des forces du prospectus dans sa mise en page, c'est la liberté créative. On peut mettre un truc en grand, en petit, des petites couleurs, des Ouais, feuilles, ouais, etc. Et ces liseuses permettent également de l'animer, d'intégrer des contenus sans la contrainte du nombre de pages qui, en papier, a un coût, en digital pas. mm, Et ça, c'est aussi une des évolutions qu'on voit en 2025, l'enrichissement du catalogue, avec plus de contenus édito, des conseils, des quiz, voilà, des interactions possibles et l'expérience de découverte, puisque finalement, d'un point de vue purement marketing, l'enjeu, il est comment est-ce que je fais pour gagner en temps d'attention, que les internautes c'est ça, viennent consulter et passent du temps à découvrir mon offre. inspirationnel. Voilà. Ça serait quoi pour vous la meilleure pratique de redirection? C'est est-ce qu'on vers la liseuse? Est-ce que ce serait une liseuse peut-être plus réduite? Vers l'application? Vers un agrégateur de promotion aussi? Quelle serait la bonne pratique? Alors, ça Est-ce dépend de qu'il y en a? l'opération, ça dépend de la campagne, c'est le premier élément. J'ai envie de dire, la bonne pratique, le sens que moi, enfin, mon opinion en tout cas, c'est que quand c'est un point de vente, ça commence par la page magasin. Et que les pages magasins soient bien structurées. La page magasin, j'entends sur le site de l'enseigne, Ouais, la page qui permet de réservé? savoir où se trouve le OK. magasin Ouais. et que sur cette page, on retrouve toutes les informations, Mm, dont les opérations mm, actuellement en Ouais. cours. Et pour que ça devienne la page naturelle, mm, la destination pardon, naturelle des campagnes, et qu'à défaut d'autre chose, je peux emmener là. ouais, Voilà, ça c'est vraiment ça c'est la bonne pratique en fait, c'est Ils le font? de travailler. Certains le font très bien, Ouais. d'autres pourraient le faire mieux, d'autres le voient seulement comme un élément vraiment secondaire ou mm, administratif, oui, Ouais. alors qu'en réalité, c'est il est beaucoup clé. plus que ça. Ouais. Il est clé, il est très bien positionné sur Google. Ouais. Il Ouais, et est très bien ces référencé. pages sont, à mon sens, pas assez minimalistes. Malheureusement, il y a beaucoup de clics qui distraient, renvoyés vers la page Facebook, les horaires. Ouais, C'est ça. Ça, c'est un peu embêtant aussi. Faudrait être plus minimaliste et choisir ouais, sur quoi on renvoie. complètement. Je rajouterais à ta réponse qu'il faut aussi l'angle de vue du consommateur, donc avoir cette attitude un peu Ouais, user-centric. Et donc au lieu de se dire: «Bon, je renvoie vers une page» et comme tu le dis, beaucoup le font de manière très administrative aujourd'hui ouais. et donc du coup, il y a pas de stratégie, en fait. Or, il faut concentrer l'information quelque part, il faut qu'elle soit visible pour le consommateur. Et encore une fois, et il faut parler de l'exemple d'Amazon, qui a beaucoup chamboulé finalement, la grande distribution aussi. Ouais. Amazon est centré sur du user-centric. C'est faciliter la vie du consommateur et donc, du coup, si je suis consommateur, si j'arrive sur une page,
Il faut que je puisse trouver l'offre que j'avais en tête initialement. Il faut que je puisse être inspiré, passer un bon moment. Il faut que lorsque je décide de consommer, je puisse le faire facilement, Ouais. en drive, en livraison à domicile, faire ma liste de magasins si c'est nécessaire. Donc avoir cette vision un petit peu omnicanale. Ça, c'est la stratégie un peu de long terme. Dans bien des cas, on n'y est pas du tout aujourd'hui sur le marché. Mais il faut déjà penser funnel et se dire, j'apporte du trafic vers cette page, quelle qu'elle soit, du magasin. Et ensuite, le consommateur clique initialement sur une pub. Est-ce que son parcours il est facile? Et est-ce que derrière, l'offre qu'il voit est en accord avec la pub sur laquelle il a cliqué? Et puis voilà. C'est assez fondamental, c'est assez simple, mais c'est rarement encore aujourd'hui extrêmement bien exécuté, quoi. Tout à fait. Et c'est probablement, si j'avais une recommandation à faire peut-être comment dire, à l'audience, aux Ceux qui gens qui nous sont là, écoutent. aux participants à ce webinaire et qui sont en centrale, c'est prenez le temps, je sais pas, une fois par mois, d'aller discuter avec des clients en magasin un petit peu Mm. pour savoir ce qu'ils font. C'est ce qu'on fait chez Nanoterra. On leur parle, juste sans effort, juste échanger un petit peu de tout type de profil dans tout type de territoire pour essayer de mieux appréhender la façon dont ils travaillent. Parce qu'on a un biais souvent, central, heu, urbain, très urbain, Mm. qui est pas la réalité de nos consommateurs. Et que le local arrive pas forcément même dans les enseignes indépendantes, coopératives, arrive pas forcément à faire émerger et à clarifier, voilà. Ce serait le petit exercice terrain du mois. Faut qu'on avance, messieurs. On est Ah, au troisième point. Tout dernier Oui, point, pardon. c'est juste Oui. les store locators sont Ouais. très complexes. Donc là aussi, il y a la stratégie d'unification des prix Oui. par magasin, etc. C'est beaucoup plus compliqué dans les franchises, mais il faut raccourcir le parcours le plus possible. Troisième gros point, je pense que c'est peut-être un des plus gros points, c'est la publicité digitale. L'année dernière, on s'est vu, le marché était encore un peu balbutiant, je trouvais, sur ces sujets-là. 2024, il a clairement gagné en maturité. Tu disais dans un podcast qu'on avait fait ensemble que les TPE, PME, et c'était 80%, je crois, du budget, enfin du chiffre d'affaires chez Meta. Ouais, Voilà, c'est un grosse partie. budget, une grosse partie. Donc la publicité est utilisée. Attention toutefois à pas gaspiller son argent, Bien sûr. permets-moi du terme. Mais voilà, il y a des bonnes pratiques, des mauvaises pratiques. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant avec ça, cet outil Mm. qui est hyper puissant, on l'oublie, mais c'est un outil hyper puissant. Mm. En fait, alors, je, je passe un message rapidement aussi. Ne pas confondre course aux fans et publicité, parce qu'aujourd'hui, c'est encore trop souvent le cas. Ouais. Il y a un phénomène qui s'est développé depuis de nombreuses années, c'est j'ai combien de fans pour ma page magasin sur Facebook. Et les magasins ont tendance à considérer ça comme un GRP. Mais GRP. GRP, voilà, en gros, une audience disponible Ouais. à qui on peut faire passer des messages pour booster, in fine, le trafic en magasin et les ventes. Or, la course aux fans n'a pas trop de sens dans la mesure où les médias sociaux touchent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de monde que le nombre de fans qu'on arrive à concentrer. Donc, il faut avoir ça en tête et attention à la course aux fans. Pensez plutôt contactabilité, toucher un maximum de gens autour de mon point de vente. Ouais. Ensuite, la publicité sur les réseaux sociaux notamment, il faut l'aborder avec sérénité. On peut lancer des choses et s'arrêter du jour au lendemain. Il n'y a aucun engagement, donc on peut tester très facilement. Avec des On peut- petits budgets. avec des petits budgets. Et ensuite, il faut raisonner en couverture. C'est-à-dire que quand vous lancez une publicité sur une plateforme sociale, vous réfléchissez en termes de codes postaux, en termes de zone Ouais. d'échalandise, que vous identifiez dans la plateforme. Et ensuite, vous pouvez commencer avec des budgets qui vous paraissent raisonnables. Vous pouvez doubler vos budgets la semaine suivante, tripler la semaine d'après. À partir du moment où dans les rapports de campagne, l'audience continue d'augmenter, c'est que vous avez probablement, dans la zone de chalandise que vous avez identifiée, que vous n'avez pas encore atteint le seuil maximum de personnes que vous arrivez à toucher. Il y a un moment où ça va se stabiliser, où en fait, vous mettrez plus d'argent, mais l'audience ne va pas augmenter d'un rapport à l'autre. Et puis derrière, dépenser plus, ça sera augmenter la répétition et donc du coup faire passer les messages plus souvent. On dit que pour retenir un message, il faut l'avoir vu 2-3 fois. Donc voilà, sur la partie Ouais, sociale, sur la partie budget. pub, toi, tu fais bien la différence, qui n'est pas toujours très claire pour tout le monde, mais la partie boost, Oui. je booste un contenu, je Ouais. booste un post organique, ou Ouais. je fais du dark Ouais, post. ouais, tout On à passe fait. par le business manager, qui fait un peu peur parfois à certains, mais en tout cas, il y a une vraie différence entre je Ouais. booste et je fais une publicité sur le business manager. Ouais. Le boost, c'est du contenu qui est sur la page Facebook de votre magasin. Donc c'est en gros, lorsque vous vous rendez sur votre page, vous voyez toutes les publications. Le boost, vous l'utilisez pour
booster une publication qui est bien présente sur Ouais, votre page magasin. Donc en gros, vous avez Daft Punk demain qui vient dans votre magasin pour signer des très autographes. important. Vous voulez peut-être pas limiter cette information aux quelques fans qui seront connectés à votre page à un instant T. Vous Ouais, voulez que tout le monde dans la région sache que Daft Punk vient dans votre magasin, même ouais, à l'échelle nationale, si Daft Punk. Bon, et donc du coup, vous allez booster votre publication pour qu'elle soit visible au-delà de votre fanbase. Donc, et donc du coup, vous allez pouvoir toucher des centaines de milliers de ouais, personnes en fonction de votre zone de ciblage. Le dark post ou la publicité séparée, c'est un post qui ne sera pas visible dans votre page magasin, tout simplement. Et donc, en fait, c'est un terrain de jeu publicitaire commercial mmh, où vous pouvez faire ce que vous voulez. Le seul truc, c'est que probablement, donc ça ne sera pas affiché sur votre page magasin et donc vous pouvez afficher des messages publicitaires un peu plus, moi je dirais gras ou un peu plus brut de décoffrage que lorsque vous faites un post qui est dédié à votre page magasin. Je compléterai avec tous les autres canaux publicitaires, hors Meta, Bien sûr. euh, qui sont, euh, qui sont importants, en se gardant à l'esprit quand même que effectivement la publicité sert vraiment un objectif commercial. Tous les efforts qu'on va faire sur ce dont on a ouais, parlé avant servent plus une logique d'affect et c'est du temps long. Je construis une relation avec mes fans, Mm. effectivement, mais la publicité, elle m'a servi, elle me sert, elle me servira à convaincre sur des aspects plus ou moins rationnels les consommateurs de ma zone de chalandise de se rendre en magasin. Et on l'évoquera rapidement, enfin on l'évoquera dans un point plus tard mmh, dans la conversation, mais un des enjeux qu'on identifie chez Nanoterrain, c'est quand même le temps et l'expertise disponibles pour activer ça. Il y a quand même, quand on est Mm. directeur de magasin, directrice de magasin, il y a un foisonnement d'offres, de partenaires, de prestataires, de façons d'appréhender les choses qui peuvent arriver à se dire C'est je ne clair. sais pas quoi faire, Mm. par où commencer. Donc le premier soutien, c'est la centrale, naturellement, qui est là pour accompagner et Industrialisé. industrialiser. Mm. Euh, et au local, finalement, le prospectus avait ce mode opératoire où le point de vente se délestait complètement des Mm. choses et ne travaillait finalement Ouais. que sur l'aspect le plus tactique de la publicité, à savoir ma zone de chalandise. Je ne suis pas le seul, je pense, mais quand je demande à un magasin de me partager sa zone de chalandise, mmh, 98% du temps, ce qu'il me donne, c'est la zone Mediapost. Donc, c'est-à-dire, c'est même pas un outil propriétaire, une carte du magasin, c'est vraiment ma zone de distribution, Iris. boîte aux lettres, c'est c'est là où je distribue, c'est ça ma zone de chalandise. Et c'est sur ça qu'ils travaillent. Mais tout le contenu de l'offre, la façon de le distribuer, la façon de le mettre en page, les canaux à C'est pas leur privilégier, job à la c'était base. pas Ouais. leur job. Mm. Ils se sont dit que ça l'était devenu. Certains savent le maîtriser, Ouais. mais la vaste majorité n'a ni le temps, ni la valeur ajoutée de s'en occuper. Et dans ce cas-là, donc il y a la centrale, et puis il y a des solutions. Donc il y a les agences comme Nanoterra qui fait ça pour beaucoup Mm. de points de vente, et qui s'appuie également sur des partenaires qui vont l'aider à analyser sa zone de chalandise Mm. et à la dissocier entre le type d'opération. Est-ce que cette opération, c'est vraiment une OP trafic qui va attirer les gens de ma zone naturelle, ou est-ce que j'ai une foire au vin avec des vins exceptionnels, Mm. je vais aller loin, ou alors je vends de l'électroportatif, je peux aller beaucoup plus loin dans une zone de chalandise. On travaille avec un partenaire qui s'appelle Showware, que vous connaissez probablement, qui propose des données statistiques géolocalisées. Et l'année dernière, on lui a soufflé une question qui a été posée à 14 000 Français. Quelle est la distance maximale, enfin le temps de trajet Mm. maximum que vous êtes prêt à faire pour une grosse promo? ouais, Et on s'est rendu compte que ça chamboulait complètement les zones de chalandise, en fait. D'accord. Parce que même les Parisiens sont prêts pour une grosse promo à faire 1 heure de transport pour en bénéficier. mmh, Les choses sont contre-intuitives, Ouais. justement. OK, Et donc, cet aspect des choses. Et puis, le dernier élément, c'est que finalement, en tant que point de vente, on n'a pas le temps. Et il y a des plateformes sur lesquelles on peut s'appuyer. Big One de Nanoterra en est Mm. une, par exemple, avec du conseil homme, justement, pour pouvoir un peu ventiler entre ce qu'on va mettre en réseaux sociaux, en méta, Ouais. ce qu'on va mettre sur les sites médias, euh, voilà, diffusé sur ma PQR, sur Le Bon Coin, sur la PQN. Le SMS qui est Ah oui. en location Ouais. qui est hyper puissant. Voilà, ouais. ça fait partie de ces choses avec une logique aussi de centralisation des infos.
Il y a une question, je sais que vous étiez sensibles tous les deux, sur la disparité, comment on répartit le budget média, parce qu'il n'y a pas que un budget média, il y a aussi des frais Mm. annexes, des commissions qui sont prises parfois par certaines agences. Quel est le bon équilibre aujourd'hui à trouver? Est-ce que c'est bien de dépenser 200 euros en médias et 600 euros en mise en place? Est-ce que c'est pertinent aujourd'hui? Question pas simple. Moi, ce qui est important, c'est la transparence. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'un un magasin ou une enseigne, bon, une enseigne, elle le fait de toute façon, mais au niveau du magasin, au niveau de la région, peut-être, lorsque je fais des dépenses pour des campagnes publicitaires, il faut que je puisse voir ce qui est consacré aux médias purs Ouais. et quels sont les frais finalement de setup, de mise en place de campagne que me facture l'agence. Ouais. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose de cohérent pour bien avancer. Ensuite, il y a des agences qui font plus ou moins de marge, donc le marché est très diversifié. Mais c'est une question importante de se dire quel est le bon niveau de marge aujourd'hui. Ok. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, une agence qui est ultra locale, qui va voir les magasins un par un, bah, ça a un coût. Aller voir un Bien magasin sûr. au local, se déplacer pour aller définir sa stratégie, etc., ça a un coût et ça prend du temps. Donc, il faut en vivre quand même. Il faut Mm. que ce soit honnête pour tout le monde. Et puis après, c'est une histoire d'échelle. Donc, c'est une question qui est fondamentale. Mais il faut toujours garder la transparence et se poser la question que ce qui est dépensé en médias purs versus quels sont les frais de setup de tout ça, enfin de mise en place. Et il y a la production. Finalement, le média, c'est quelque chose qui, sans effort majeur, peut être augmenté. La production, il y a des coûts que tu as évoqués de production. Effectivement, c'est là Mm. qu'on va pouvoir dissocier un petit peu la capacité d'industrialisation. Comment est-ce que mon agence, comment est-ce que la plateforme avec laquelle je travaille va pouvoir me mettre à disposition également tout cet aspect production créative, comment je fais les Mm. supports les publicités elles-mêmes, en Mm. fait, Mm. Mm. heu, pour finalement pouvoir optimiser, mon budget pour que la partie la plus importante aille en diffusion. Alors, il y a quand même la différence, c'est effectivement qu'il y a un coût fixe et que je pense pas que la logique de proportion soit le bon angle, Ok. parce que si tu as 600 € de production, 200 € de diffusion, la proportion est pas bonne. Si tu as 600 € de production et 8 000 € de diffusion, la proportion est tout à fait, Honnête, ouais. acceptable. Mm. Donc cet aspect des choses est important et c'est là que l'industrialisation ou la mise ou l'exploitation de ce que la centrale me met à disposition Mm. est utile. Donc voilà, c'est Absolument. pour ça que la logique de pourcentage est erronée quand on est sur des petits budgets. Absolument. Et donc toujours, un autre conseil aussi, c'est lorsque vous produisez du contenu, ben, ce coût, il faut le mettre en face de sa diffusion derrière et du volume de diffusion. C'est une base, enfin c'est un mécanisme de base qu'il faut avoir en tête lorsqu'on produit quelque chose. Ça peut être, et c'est le cas, le problème qu'on a dans pas mal de magasins au local. Je suis chargé de communication dans un magasin, je produis du contenu pour ma bâche organique, mais derrière, en fait, il n'y a que 3000 personnes qui voient mon contenu alors qu'il faudrait que beaucoup plus de gens le voient. Quatrième point, dans une stratégie digitale, on sait qu'il faut plusieurs touchpoints. On va parler de contactabilité, plutôt en français. Je sais que c'est un mot qui t'est cher, Raphaël. On va parler du mail et du SMS, qui sont toujours aussi plébiscités. Surtout pas les oublier. Alors peut-être moins dans la découvrabilité, bien sûr, mais plutôt dans la fidélisation. Mm. C'est pas un chiffre très étonnant. Enfin, du coup, j'ai même pas mis les chiffres pour l'enquête, mais, mais en tout cas, ils reviennent en tout cas dans le top 4. Ce sont deux leviers indispensables aujourd'hui pour un point de vente. Sont de leviers indispensables, et surtout sont des leviers qui ont cette particularité de rentrer dans l'intimité du consommateur. Ouais. C'est-à-dire que ma boîte mail, le message que je vais envoyer va se trouver entre un mail de ma famille et un mail de ma banque. Alors, il y en a un des 2 que je vais préférer probablement, mais je suis dans cet univers-là. C'est chez moi et par rapport à d'autres parcours, la boîte mail ou la boîte SMS pour lui donner un nom, si c'est le bon, mais ça bouge pas beaucoup. Mm. Il y a une certaine, un peu, tu on en parlait tout à l'heure, il y a pas j'ai pas 150 mètres de consultation de SMS. Ouais. C'est beaucoup plus limité. Ouais. Je reviens dessus, je le vois. Effectivement, l'email et le SMS ont cette singularité dans le digital d'être permanent. Je peux le laisser, je le ferme, je fais autre chose, je reviens, il est toujours là. Mm. Le contenu est toujours là. Donc voilà, je pense que c'est ça qui est utile, heu, pour pousser un message qui aura du sens même 1 jour, 2 jours, 3 jours plus tard. Et donc on n'est pas dans la course. Toi, Raphaël, tu parles de contactabilité. J'ai repris un de tes mots dans un podcast qu'on avait fait ensemble. C'est réfléchir à comment on adresse le client, peu importe le canal, peu importe le support. Ouais, il faut un bon mix, hein.
Moi, j'aime bien prendre toujours les différents exemples d'enseignes. On a des enseignes qui sont plus rurales que d'autres. Ouais. Système U en est une. Et effectivement, le mix média d'un magasin U sera pas le même que le mix média d'un Leclerc en périphérie de Paris ou quelque chose comme ça. Donc en fait, il faut raisonner au local en se disant quels sont mes leviers, quels sont les leviers qui correspondent à mon environnement géographique et de population aussi, tranche d'âge, etc. Mm. Et puis ensuite, effectivement, comment j'organise mon mix pour toucher ces personnes le mieux possible. Et bah oui, effectivement, les personnes âgées répondront un peu plus aux emails que les personnes plus jeunes. Mm. Les SMS aussi. Alors les SMS, il y a une particularité, c'est que c'est très installé déjà. Aujourd'hui, c'est un média qui est bien en place comme l'email. Nous, je suis obligé d'en parler un tout petit peu, mais on a les messageries chez Meta Ouais, qui vont avancer petit à petit. Il y a déjà des cas d'usage au Brésil ou ouais, en Inde WhatsApp, qui sont ouais, phénoménaux avec WhatsApp. Messenger. Et donc, du coup, aujourd'hui, en France, WhatsApp est encore très considéré comme une boîte Il personnelle y a eu des essais, intime. hein, ouais, Il y a sur eu des WhatsApp. essais et ça continue. Donc, on a encore fait une conférence là-dessus mardi. Et ça avance vite. Il y a des taux de performance qui sont excellents. Seulement, mettre WhatsApp en place, c'est très compliqué au départ, surtout à l'échelle d'un magasin. C'est une stratégie nationale qu'il faut à ce niveau-là. Mais voilà, c'est un nouveau canal aussi qui va être intéressant. Mais oui, globalement, c'est important de se poser la question au local, au régional, même au national. Mais c'est plus au régional et au local que ça joue. C'est quels sont les médias qui correspondent Mm. aux clients ou aux prospects qui sont dans mes zones de chalandise. Ça, Arnaud, c'est des choses que vous conseillez aussi au point de vente que vous accompagnez? Je suis d'accord avec Raphaël. Aujourd'hui, les messageries Meta se déclenchent du national parce que Ouais. pour être industrialisé, pour être performant, suivi, si un point de vente a besoin les équipes d'un point de vente ont, au bout d'un moment, besoin de focaliser leurs efforts. Ouais. Et aujourd'hui, c'est trop tôt en termes d'accessibilité pour pouvoir passer vraiment beaucoup de temps. Je pense que 2025 va probablement faire évoluer les choses, Mm. mais c'est trop tôt aujourd'hui pour. C'est important de rester Ouais, en veille, ouais. de se tenir au courant de ce qui se passe. Et certains ont beaucoup de temps devant eux pour creuser, mais pour la vaste majorité des réseaux, c'est un travail qui doit être mené aujourd'hui en centrale. Ouais. Oui, et puis en fait, il y a une stratégie organique qui en dépend. C'est-à-dire que quand vous ouvrez un canal comme WhatsApp, Mm. il faut évidemment qu'on Faut communique sur l'animer, ce hein. On canal revient du coup en au interne. point 1. Ouais. Et si on le fait que dans quelques magasins, effectivement, hein, les volumes peuvent être limités sur certains magasins, énormes sur d'autres. Ça dépend des populations autour, encore une fois. Donc voilà, c'est une stratégie nationale, mais ça peut être très intéressant, bien sûr. 5e enseignement, plus difficile. On va peut-être pas rester trop longtemps là-dessus. Beaucoup de magasins nous confirment que le chiffre d'affaires s'est globalement maintenu, mais que l'analyse était difficile. La lecture est très difficile. C'est aussi pour ça, je pense, qu'on attend les résultats de l'ADEME. C'est plus compliqué qu'on ne le pense. Alors, et pour préciser ce que tu dis, se sont maintenus dans les zones WePub. Puisqu'on parle Dans les de zones là, WePub, ouais. on n'a pas beaucoup dit le mot Ouais. depuis le début, mais On on parle l'oublie, de. hein, il est là. Ouais, c'est vraiment ça qui est important. Donc finalement, ça a nivelé pour tout le monde. Mm. Donc c'est difficile d'en tirer des conclusions aujourd'hui, puisque tous les acteurs d'une zone se sont retrouvés affectés. Ça, c'est Ouais. le premier point, de la même façon. Ça, c'est le premier élément. Avec ensuite des stratégies différentes. Certaines enseignes ont arrêté toute distribution partout, et donc la stratégie nationale a varié. D'autres n'ont pas pris ce parti-là. D'autres points de vente ont une partie de leur zone de chalandise en zone WePub, une autre non. Mm. Voilà, donc et puis il y a des zones très différentes entre Bordeaux, qui a, je crois, un taux d'apposition de 0,5%, et les Farmore, qui est autour de 30 ou 40%. On est sur des écarts colossaux. Ouais. Donc, le point, c'est que il n'y a pas de recette miracle. La recette miracle, elle est surtout de réussir à se dire comment est-ce que j'arrive, et c'est un travail qui est long, mais comment est-ce que j'arrive à faire des segments de magasins au sein de mon réseau sur des logiques géostatistiques pour identifier des comportements similaires euh, de par, non pas leur géographie stricto sensu, mais le type de population, le type de territoire, le type de niveau d'urbanisation, etc., le type de niveau de vie, et de là en tirer des conclusions. Je fais un aparté sur je m'en souviens, j'avais été voir, en arrivant chez Nanoterra, une enseigne du bricolage qui nous expliquait que ces magasins n'étaient pas du tout segmentés nord, sud, est, Ouais. ouest, comme souvent, mais par type d'habitat. Et donc, leur réseau était structuré en habitat collectif, maison sans jardin, maison avec jardin, maison avec piscine.
C'était la façon dont eux envisageaient leur parc magasin, parce que le mode de consommation dépendait de ton habitat. Et naturellement, on vend moins de tondeuses à des gens qui sont en appartement, euh, et de voilà, des petites cuisines à des gens qui sont dans des grandes maisons. Mm. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on n'en sait pas beaucoup plus, et les enseignes n'ont pas réussi à en tirer de beaucoup plus de conclusions. Donc, on a besoin d'encore plus de temps. Et puis, apparemment, les échos qu'on en a, c'est que les équipes euh, des ministères concernés sont pas très au clair encore non plus sur les conclusions à en tirer. Donc, beaucoup de flou encore. On va faire une petite pause. On a une question. D'ailleurs, je ne vous ai pas précisé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On ne les voit pas, mais on nous les envoie, donc on arrivera à les lire. On a une première question sur quelle est votre vision sur la vue mosaïque, sur le prospectus, donc sur le point 2, notamment sur l'aspect fiche produit. De plus en plus d'informations sont partagées sur les fiches produits. Ainsi, les e-catalogues deviennent-ils des semi-sites e-commerce? Est-ce la bonne direction? Alors, le e-catalogue, je pense, c'est l'élément le plus important. À la différence d'un site e-commerce, c'est vrai que la frontière du bien floue, mais un e-catalogue, c'est une opération, c'est une coque, vraiment, c'est un œuf. Et c'est au sein de cet e-catalogue que se trouve l'opération commerciale. Ouais. Et cette opération, ça n'est pas qu'une liste de produits, justement. C'est une thématique, c'est une charte graphique, c'est toute une histoire qui est racontée, associée à des produits et des prix. Les fiches produits disponibles dans les mosaïques, c'est une lecture de niveau 2. C'est-à-dire que si je veux en savoir plus, alors j'accède à plus d'informations. Et d'ailleurs, la bonne pratique dans les catalogues, c'est d'avoir une fiche produit qui se met en surimpression et non pas de sortir pour aller sur le site. Mais bien en surimpression, je regarde les informations, je referme et je reste dans mon opération. Ouais. Voilà, donc ça c'est vraiment en tout cas l'opinion qu'on en a chez Neota. La fiche produit me permet d'en savoir plus. Et d'ailleurs, on l'appelle fiche produit par habitude, mais ça pourrait prendre un autre nom. Et c'est une fiche produit dans laquelle on va aussi me parler de l'usage que je peux en faire. Si j'ai de la brandette de morue, comment je la cuisine? Si j'ai un jouet, quels sont les Du coup, usages? j'ai une question, mais peut-être que tu vas répondre. Je pense que tu vas répondre à ça après. Facebook, Meta propose des catalogues produits. Je ne sais pas si c'était ta réponse, mais ça fait partie des outils que vous travaillez, qui sont apparemment performants. Je n'ai pas des stats précises, mais Ouais, alors d'abord, juste moi, Ouais. en tant que consommateur, je trouve que sur une mosaïque, il faut avoir l'option d'avoir le détail produit. C'est important. En plus, il y a de plus en plus de scoring qui arrivent, qui existent, donc qui vont être importants. Les informations prix, les mécaniques promotionnelles, etc. Mais il faut aussi que dans la mosaïque, avant de rentrer dans le produit, on puisse déjà ajouter un produit à la liste de courses. Et ne pas forcément avoir 2 clics à faire pour ajouter un produit à la liste de courses. Mais globalement, moi, je trouve ça aussi assez logique. Quand tu parles de catalogue produit, tu parles de flux Ouais. produit? Ouais. Oui, ça rejoint globalement. Quand on parle effectivement. de site e-commerce, ça me rappelle un peu cette fonctionnalité de Meta. Oui, tout à fait. Globalement, en fait, il y a de la publicité automatisée qui existe sur Facebook, Instagram depuis bien longtemps. L'entreprise a 20 ans cette année. Donc, en gros, à la base, on appelle ça des dynamic ads, donc des publicités dynamiques. On a un catalogue produit qui concentre peut-être 10 000 références. Et si j'ai Arnaud ou Jonathan à qui je diffuse la publicité, ce sont deux profils peut-être un peu différents. Et donc, ils ne verront pas parmi mon catalogue de 10 000 produits, ils ne verront pas les mêmes parce qu'il y en a qui correspondent plus à Jonathan et d'autres plus à Bien Arnaud. sûr. Donc ça, c'est une mécanique qui existe depuis toujours et qui est utilisable aujourd'hui. Lorsqu'on a un catalogue avec des produits dedans, ce catalogue existe sous forme de flux. Je pense que vous voyez bien de quoi je parle, n'est-ce pas, Arnaud? C'est-à-dire qu'en fait, il y a un flux derrière qui comprend toutes les informations qui sont dans le catalogue produit, avec les produits, avec les prix, avec les mécaniques, etc. Donc, aujourd'hui, les enseignes sont pas du tout en avance sur ce sujet-là. C'est comment mettre ce flux à disposition pour faire de la publicité dynamique. Ça marche un petit peu plus sur le non alimentaire parce que une tomate, une bouteille d'huile d'olive ou une boîte de conserve de je ne sais quoi, forcément sur un affichage display au sein d'un flux d'actualité Facebook, c'est moins chouette à voir qu'un produit comme une table de jardin ou un aspirateur ou ce genre de choses. C'est moins impactant. Donc on va plus réfléchir sur l'alimentaire à des rubriques alimentaires qui ont du sens avant de plonger dans l'offre plus précise. Mais effectivement, les flux, c'est l'avenir. La donnée, c'est l'avenir. La personnalisation, c'est l'avenir. Et donc, du coup, oui, c'est quelque chose qu'il faut regarder de près. La personnalisation, c'est l'avenir, on verra aussi, puisque Gros sujet. ce que tu disais, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit au début sur le fait de toutes les décisions qu'on doit prendre dans une mosaïque, à la différence d'un catalogue. Le catalogue, c'est comme un magazine. Et a fortiori quand il est en papier, je découvre ce que des gens ont pensé être utile et intéressant
pour leurs clients. J'ai tendance à faire confiance à l'esprit humain, c'est peut-être une tare, mais en tout cas, je me dis qu'il y a beaucoup de gens qui ont réfléchi au fait que ce produit, je vais le mettre en avant de cette façon, et ce produit, à ce moment-là, me paraît tout à fait pertinent. Et l'ultra-personnalisation, finalement, c'est un peu la bulle de moi. Ouais. Je ne sais pas si c'est forcément la seule réponse. Ça fait partie des C'est avenirs, une réponse, ouais. Je c'est suis une des d'accord. réponses, Ouais. mais enfin, la découverte d'autres choses Ouais. euh, peut Moi, l'être. j'aime bien dire, c'est de la personnalisation inspirationnelle. C'est-à-dire qu'en fait, on va rentrer dans des rubriques, mais pas forcément sur des produits Mm. détaillés. Mais ouais, on est aligné. On en vient au point 6 et au point 7 qui se rejoignent assez simplement. 6, les magasins, du coup, gardent ou réduisent leur budget communication. Aucun ne l'augmente, ce qui n'est pas vraiment une surprise. Et j'ajouterai en point 7 que les magasins s'organisent. Le budget sert aussi à s'organiser. On verra les 3 points après, mais gros sujet. Donc ce budget qui était autrefois alloué au prospectus papier, comment est-il redirigé aujourd'hui? Alors, il y a plusieurs Et comment les stratégies. magasins s'organisent? Il y a plusieurs stratégies. Déjà, il y a de grandes différences entre les réseaux intégrés et les réseaux coopératifs. Ouais. Il y a des disparités entre la position de l'enseigne par rapport en termes de part de marché, en termes de position et donc comment dire, d'attractivité naturelle. Euh, Très concrètement, des enseignes qui sont plutôt en dessous du top 20 vont avoir besoin de plus facilement, de plus souvent se rappeler auprès des clients de leur zone de chalandise que les enseignes qui ont un positionnement clair et puissant depuis longtemps. Donc, voilà, il y a Mmh. cette grande différence-là. Un magasin d'ameublement, un magasin de bricolage, une superficie moyenne d'alimentaire va avoir besoin soit de faire remonter sa singularité, ce qui justifie de ne pas aller chez le leader aussi. Et le leader doit quand même, en même temps, faire en sorte de rappeler à ses clients qu'il est leader. Ça, en général, le national s'en occupe. Mais que localement, il a des offres qui vont au-delà de ce qu'on a spontanément en termes d'image, de positionnement alimentaire, par exemple. Souvent, euh, quand on travaille avec des équipes centrales, régionales ou avec des points de vente, Mmh. leur challenge est sur le non alimentaire. Oui. Pas du tout sur l'alimentaire, mais sur le non alimentaire où ils ne sont pas une Complètement. destination. Il y a un magasin de Normandie, une très grosse superficie, qui nous expliquait que c'était le plus gros c'est un hypermarché, c'était le plus gros vendeur de meubles de l'agglomération. Spontanément, s'il ne le rappelle pas, Mmh. Mmh. c'est pas naturel Mmh. d'acheter son armoire dans un hypermarché. Mmh. Donc il y a cet aspect des choses avec des budgets contraints, c'est le cas pour le public, c'est le cas pour le privé, et donc de rationalisation des, comment dire, des budgets. Il y a des gens qui ont aussi pris sur leur marge euh, en termes de réallocation budgétaire. Ensuite, fort de ce constat-là, je pense que 2023-2024, ce qu'on a pu voir ces 2 années de WePub, Mmh. ça a été beaucoup de tests. Et la lecture que j'en ai en tout cas, c'est que pendant 2 ans, beaucoup de magasins, beaucoup d'enseignes, qu'elles soient alimentaires, non alimentaires, etc., ont été sursollicités de beaucoup de solutions, Mmh. très atomisées. Ils se sont dit: «Je vais pouvoir faire beaucoup de choses» et face à la quantité d'expertise et de temps de travail nécessaire pour le mettre en place, se retrouvent un peu, à n'en faire qu'un bout et sont insatisfaits de ce qu'ils font. Et je pense que l'année 2025 va probablement, heu, redonner envie, va les convaincre les magasins qui n'ont pas à nouveau, une équipe de 4 personnes, en communication, Ouais. de s'appuyer à nouveau plus peut-être, sur l'enseigne et de travailler avec des plateformes et agences qui les accompagnent et qui leur parlent Ouais. au quotidien. Parce qu'ils n'ont pas le temps, pas l'envie et plus l'envie en fait, Ouais. heu, de passer autant de temps pour finalement des choses dont ils ne voient pas instantanément les résultats parce que ça prend du temps Mmh. à se construire. Et puis travailler intelligemment sur, la répartition, distribution de boîtes aux lettres, digitale, repenser un peu la façon dont ils organisent leurs opérations commerciales. Qu'est-ce qui va peut-être, plus d'opérations locales, courtes et digitales et des distributions sur les temps forts Mmh. qui va être majeur. Voilà, ce mix-là est encore en construction et puis les décisions, parlementaires aussi clarifieront un peu les choses. Moi, je dirais juste, il y a,
Alors nous, on voit une accélération sur le digital directement chez Meta. Le sujet de la digitalisation du prospectus représente une croissance forte pour Meta aussi par rapport au fait qu'on est un média de masse, etc. Et ensuite, il y a plus d'inertie au local. C'est tout simplement qu'effectivement, les magasins qui à la base devaient juste indiquer un volume de prospectus distribués et puis Ouais. basta, aujourd'hui on leur dit, bah, en fait, ton budget tu le gardes, mais c'est à toi d'organiser la digitalisation de cette visibilité. Ouais. Et donc là, il y a de l'inertie parce qu'en fait, il faut s'organiser, il faut être formé pour ça, il faut sinon faire appel à de belles des agences pour Mmh. l'accompagnement. Donc il y a beaucoup plus d'inertie à l'échelle locale qu'à l'échelle nationale. Hem Et puis oui, je pense que tout le mix est revu. Je pense qu'en fait, bon, alors il y a la télé, la radio qui sont quand même déjà, bien Bien installé. saturées la plupart des cas, mais il y en a qui rajoutent des surcouches encore Ah là-dessus. oui. Moi, je pense toujours en nombre de répétitions. Lorsqu'on regarde la télé ou lorsqu'on écoute la radio, on entend les enseignes qu'on connaît bien, on les entend des dizaines de fois par jour. Sur le digital, et je parle pas seulement de Meta pour le coup, c'est encore, assez rare ou en tout cas l'intensité média n'est pas aussi puissante pour la plupart des enseignes qu'elle ne l'est à la radio et à la télé. Alors c'est pas un cas, c'est pas pour tout le monde, hein. Il y a des enseignes qui ont des stratégies différentes, qui sont moins présentes en télé et cetera. Mais, globalement, en fait, il y a une redistribution sur l'ensemble du mix, avec une faveur pour le digital, parce que c'est quand même un média qui reste nouveau sur le mix depuis, même si s'est installé déjà depuis quelques années. Et puis je sais qu'à l'échelle locale aussi, il y a des économies qui sont faites pour justement Mmh. d'autres choses. Des fois, c'est, au profit du client, avec des avantages clients qui augmentent. Des fois, c'est au Le profit prix de la aussi. formation, de la Ouais. restructuration des équipes en interne, et cetera, et cetera. Ouais, on a listé un peu 3 options. Dans les répondants, il y avait près de 30 pour chaque. 30 pour le recrutement, 30 pour un budget alloué à la formation, donc on forme déjà des équipes sur place. Et aussi en tout cas, une réflexion autour de l'externalisation, comme tu disais, on Mmh. délègue davantage cette prestation qui prend du temps. C'est en gros les 3 organisations clés qui se dessinent. Mmh. Et qui vont se compléter. Je pense que rares sont celles qui ne feront qu'une seule de, Ouais. de celles-là. Je vais poursuivre juste une petite interlude avec, tu m'en avais parlé aussi Raphaël sur un podcast d'ailleurs, j'invite les gens à écouter ce podcast qui est hyper intéressant. Le fameux préfixe co, co-construction, co-création, co-diffusion, cofinancement, j'ai aussi parlé de ça avec Justine de Dolmen. C'est important de ne pas être tout seul, Mmh. de s'appuyer sur des expertises, tierces. Alors la centrale, régionale ou nationaux, on pense aussi à des producteurs, l'écosystème local qui est assez dense finalement, on l'oublie un peu et je pense que ça peut être intéressant de co-créer, co-financer des publicités, on l'oublie, est-ce que vous le faites de votre côté avec Ah, nous, des partenaires? Neotara par nature tout le temps, puisque surtout les grandes enseignes nous font collaborer des partenaires, des prestataires ensemble. Ouais. Voilà, donc ça c'est effectivement, et c'est là où ça marche le mieux d'ailleurs, c'est au fur et à mesure, Neotara a tissé pardon, un tissu de partenaires avec qui on échange en direct et on imagine des solutions qu'on peut ensuite aller proposer. On en discute par exemple avec Justine de Dolmen, effectivement, sur des choses intelligentes à faire pour des clients qui finalement on sert les mêmes gens et puis on se nourrit. On se voit beaucoup également dans ces événements qui permettent à tout le monde voilà, de monter un petit peu son Mmh. niveau de jeu et d'imaginer d'autres choses. Puis de faire des pas de côté, euh, aussi de percevoir les choses un petit peu différemment. Euh, Dans les anecdotes, par exemple, quand on a réimaginé une partie de notre e-catalogue chez Nanoterra, pour nous aider à la réflexion, on a fait appel à quelqu'un qui vient du monde du jeu vidéo, pour réfléchir un petit peu Mmh. à une autre approche en se disant quel est comment dire, le type d'expérience que vivent les gens au quotidien qui retient leur attention. Le jeu vidéo est pas mauvais. Mmh. Pour retenir l'attention des gens, comment est-ce que je fais C'est pour clair. rester une demi-heure, une heure à faire un truc voilà. Et donc, avec cet aspect des choses, on va co-construire en Ouais, prenant des angles différents. ouais. Oui, moi, je rebondis aussi, très rapidement, mais la co-construction, que ce soit avec une agence, créative pour un appui, créatif, ou, que ce soit alors on parle beaucoup de retail média en ce moment Mmh. aussi, le co-marketing du coup, Mmh. c'est effectivement une marque qui décide en partenariat avec l'annonceur, bah, d'apparaître sur une publicité où ils sont tous les 2. C'est financé bien sûr, à la marque, et c'est diffusé en fait sur les audiences, de l'enseigne. Mmh. Donc, oui, je pense que c'est le genre de mécanisme qu'on va avoir de plus en plus, même à l'échelle régionale, locale,
Ouais, un magasin qui négocie une OP avec un gros acteur, je sais pas, de Exactement. boissons énergétiques, par exemple, il pourrait très bien, on va pas citer, mais on je sais pas si ça se fait. Il y a eu des discussions, je sais pas si ça se fait concrètement. Est-ce que vous l'avez déjà vu ça de votre côté? Alors, ça se fait historiquement, puisque le prospectus, Oui, voilà, C'est en ça. print, ça se fait, ouais. mais Mais après, c'est une perception des choses. Finalement, ça se fait parce que le, le- 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 comment dire, l'industriel qui fait des boissons énergisantes, par exemple, a des objectifs commerciaux de vente de volume, mmh, et que finalement sa promotion soit faite par le biais d'un prospectus imprimé et diffusé, c'est tout à fait secondaire. ouais, Ce qui va changer, je pense, et que les industriels et les enseignes n'ont pas encore réussi à bien cerner, à bien activer, c'est cette dimension locale. C'est-à-dire comment est-ce que moi, marque, marque nationale, je pense ma façon de prendre la parole pour envoyer en point de vente. Mmh. Alors qu'avant, je faisais partie d'une offre. Là, je peux peut-être monter des opérations qui sont PLV en magasin, parce que ça reste, et ça on le voit, une grosse partie de l'activité de Nanoterra, c'est l'animation magasin, donc la ouais. PLV en volume et en imprimant des fiches. Et sur les opérations en volume, souvent c'est un bout va chez l'un, un bout va chez l'autre, mais rares sont les marques pour le moment qu'on voit vraiment activer du digital Mmh. pour Pour les renvoyer marques. vers le point de vente directement. Ça, Mmh. j'espère en tout cas que l'année prochaine permettra de développer ça, parce que c'est au C'est dans le bénéfice. sens de l'histoire, ouais. C'est dans le sens de l'histoire et c'est vraiment local. Ouais. Et ça permet par ailleurs d'avoir peut-être un suivi budgétaire en termes de performance Ouais. qui est intéressant puisqu'il est localisé. Transition parfaite. On avait fait un petit, pour rappel, quand on s'est, alors ça marche pas du tout, les captures sont très C'est un moches. peu pixelisé, ouais. Euh, on rappelait que Nanoterra édite Big One Digital, qui permet aux enseignes de laisser leur magasin prendre la main pour finalement activer des publications digitales, d'activer des campagnes publicitaires sur Meta, sur les sites web, en SMS, euh, en se délestant de toute l'expertise média et en se focalisant sur leur savoir-faire de commerçant. Donc, Mmh. Big One, c'est une plateforme qu'on sera ravi présenter, de vous présenter, qui permet ça et surtout qui permet de prendre des décisions de commerce. Quel produit je veux mettre en avant? Je peux personnaliser des créas sans avoir justement, en réduisant, en compressant mes coûts de production créatifs et en travaillant de façon très flexible sur les zones de chalandise pour travailler d'une opération à l'autre. On a des clients qui, dans la même journée, vont préparer une campagne sur de l'alimentaire, sur une cible courte, et sur de non alimentaire sur une autre cible, voire qui ont des zones spécifiquement autour d'un concurrent et qui vont agressivement publier autour de ça. Messieurs, là, je vous attends aussi, sur ce point-là, sur le point 8. La mesure des résultats devient le nerf de la guerre. OK, c'est bien de dépenser, de recruter, de former. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en magasin? Comment on mesure concrètement du résultat? À qui le tour? Qui c'est qui veut se lancer? Bon, là, tiens, je me lance. Alors, ce qui est très drôle, c'est il y a deux choses en même temps qui sont assez drôles, et je pense que Raphaël partagera mon opinion sur le niveau de drôlerie de ça. Nanoterra, qui édite, je crois, 1,5 milliard d'exemplaires de prospectus par an, n'a jamais été questionné jusqu'à présent, et personne, aucun acteur, Mediapost non plus, ou Feu Adrexo, sur le sujet, du chiffre d'affaires additionnel généré par le prospectus. Quand, quand on était dans une approche presque monocanale, Mmh, c'était plutôt pas de prospectus égale moins 20% de chiffre d'affaires. Mmh. C'était les chiffres 15-20% OK. universellement acceptés. C'est beaucoup moins vrai maintenant, les proportions sont plus les mêmes. En digital, depuis, ça fait 20 ans, Mmh. comme ça fait aussi longtemps que Meta existe que j'ai commencé à travailler dans le digital. Je vais garder ça en tête, Mmh. que, tout, que le digital mesure tout. Et donc, effectivement, au local, beaucoup plus au local qu'au national d'ailleurs, on nous demande d'expliquer la performance. Ce qui est difficile sous deux angles. Le premier, c'est qu'en général, on essaye de mesurer sur des budgets qui sont beaucoup plus petits, même par rapport au print. Et on a besoin de mesurer sur des éléments pour lesquels on n'a pas, nous, de retour Mmh. client. Donc, on a un double challenge. Le premier, c'est de réussir à faire autant avec moins de budget, puisque les budgets de campagnes publicitaires sont plus faibles Ouais. qu'ils n'étaient. Les montants sont passés pour un magasin, pour une opération, pour un supermarché, pour une opération, une boutique de bricolage, on est plutôt à 3 qu'à 4 chiffres en termes d'investissement pour une campagne locale. Ça, c'est le premier point. Il y a quand même moins
de chiffre d'affaires. Et le deuxième, c'est que rarissimes sont les fois où le point de vente nous partage, Mm. euh, même pas le chiffre d'affaires, mais au moins un indice ou un nombre de passages caisse ou ce genre de choses. Mm. Donc c'est vrai que, et en même temps, on est challengé sur Ouais. cette mesure. Donc là, je pense qu'il y a aussi un travail qu'on mène de concert avec l'Alliance Digitale et c'est un peu sur la démystification, Ouais. savoir qu'est-ce qu'on veut mesurer, qu'est-ce qu'on peut mesurer, euh, qu'est-ce qui est fait par le national versus le local, Ouais. quel est l'impact de la campagne télé au moment où je fais Ouais. ma campagne. Ce qui est important, par contre, c'est effectivement d'essayer d'identifier des tendances. Et ça, par contre, c'est l'élément clé dans la mesure, c'est plutôt de se dire, et c'est pas forcément simple, mon planning, mon pack annuel, je le connais, voilà les opérations que je vais mettre en place, voilà les budgets associés. Comment je fais pour travailler avec mon agence ou avec la plateforme et les gens qui m'accompagnent dans la plateforme pour évaluer d'une opération à l'autre voilà, les évolutions et se dire comment est-ce que je vais pouvoir essayer d'optimiser Mm. ce regard-là. Moi, pour compléter ta réponse, j'ai une première anecdote. C'est des workshops avec des chargés de communication locaux où, lorsqu'on va en région, des fois, on rencontre tous les chargés de communication de la région en même temps, des différents magasins. Et on fait des workshops où ils se confrontent un petit peu. Donc, on lance le débat Ouais. sur la pub. Et certains disent, mais en fait, c'est de l'organique, on ne fait pas de pub. D'autres disent, non, mais attends, moi, j'avais fait une opération sur du textile. J'avais un sac à main à vendre. Le jour 1, j'en vends un. Ouais. Le jour 2, à peu près pareil. Et puis après, je décide de faire de la pub sur Facebook. Et le lendemain, j'en vends 30. Donc en gros, ça, c'est un beau témoignage local, mais c'est pas quelque chose qu'on peut mettre sur une présentation PowerPoint et puis l'estampiller en disant c'est bon, on a la solution. Donc mesurer le ROI à l'échelle locale, c'est extrêmement compliqué. Les solutions de mesure locales les plus pertinentes aujourd'hui sont des solutions de mesure de store visit, donc les visites en magasin, à condition qu'elles soient significatives. Il faut quand même avoir une bonne notion de statistiques pour s'assurer que ce qu'on a sous les yeux, c'est significatif et ça a du sens et ça peut perdurer dans le temps. Donc, en gros, à l'échelle locale, si je suis un magasin, il faut que je garde en tête que j'ai toujours acheté de la radio, de la télé, du 4x3 sur 2 KPIs principaux que sont la couverture et la répétition. Répétition. Combien de personnes je touche avec ce média et en combien de fois je les touche. Il faut rester là-dessus le plus possible pour démarrer. C'est vrai qu'à la base, le digital, on se dit, on traque tout, donc on doit pouvoir mesurer le ROI. Et donc, c'est ce qu'on attend du digital. Or, c'est extrêmement complexe à l'échelle locale. Mm. À l'échelle nationale, on travaille sur ces projets-là, mais ça sous-entend de remonter les ventes magasins dans le système pour faire de la mesure. Et ce qu'on fait quand on fait ce type de mesure, c'est qu'on prend une base d'encartés. Il y a une partie des encartés qu'on va exposer fortement à la publicité sur Meta. Alors, je parle de Meta pour l'exemple. Et il y a une partie des encartés qu'on ne va pas exposer du tout. Et en fait, on va regarder le comportement de ces encartés en magasin dans les jours qui suivent, avec l'effet de rémanence, etc. Et puis derrière, on va comprendre que les gens qui ont les encartés exposés à la publicité ont généré plus de chiffre d'affaires que les encartés non exposés à la publicité. Ça, c'est ce qu'on appelle le chiffre d'affaires incrémental, qu'on peut rapprocher du coup derrière du coût publicitaire, et donc on peut dégager un ROI incrémental. Mais pour ça, il faut remonter les ventes magasins. Donc il faut le consentement de la part de l'utilisateur, enfin du consommateur, d'être OK pour que ce soit utilisé à des fins statistiques, pas publicitaires, hein, statistiques uniquement, de mesure. Et puis derrière, bon, ça c'est une manière de faire. Ensuite, on a des géolifts, on a des moyens de mesure à l'échelle nationale, ou en tout cas sur des proportions qui sont importantes, qui sont possibles. Mais encore une fois, on se complique la vie avec le digital à se dire il faut tout mesurer. La couverture est déjà essentielle et l'avantage du digital, c'est que quand on fait une campagne, on a un rapport de campagne qui dit combien de personnes on a couvert, combien de fois on les a couverts, ce qu'on n'a pas en papier, ce qu'on n'a pas en télé, ce qu'on n'a pas en radio, etc. Donc du coup, c'est déjà fort. Et donc du coup, le reste viendra, mais... Et puis, il faut faire confiance aux usages après. Lorsqu'on sait que soi-même, on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, etc., les consommateurs sont dessus. Donc aujourd'hui, il devrait y avoir un phénomène naturel qui dit j'y vais et je fais confiance aux indicateurs que j'ai toujours regardés pour les autres médias. Je suis d'accord. On passe au point 9. Voilà. On passe au point 9, donc il reste 2 points. Donc surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, on y répondra. Point 9, je sais que ça vous tient à cœur, c'est l'arrivée de l'IA. On ne parle pas que de ChatGPT, hein. Une vague qui arrive plus vite que prévu et qui pourrait faire du coup, alors non pas des vagues, mais une bonne houle ou un bon tsunami, quoi. Absolument, ouais. Ouais.
C'est, Alors, je sais que chez Meta, il y a des trucs qui arrivent. Alors, peut-être que Arnaud, tu veux nous en parler avant? euh, en fait, ça recouvre plusieurs réalités. Donc, là, on va se concentrer probablement sur l'IA au service de la génération de trafic magasin, au Oui, service de la communication. Même si le premier usage, à mon humble avis, qui va en être fait en magasin, il est sur l'exploitation statistique. oui, Tu, Ouais. tu viens de l'évoquer, mais je vais dans un domaine, donc on voit sur les plateformes d'achat Meta et autres oui. que justement l'intelligence artificielle est en train d'être intégrée, ça fait partie de nos projets aussi, pour expliquer, pour triturer et contextualiser, expliquer les chiffres. En tout cas, proposer des pistes d'analyse. Donc, à mon sens, euh, ça va être l'élément déterminant pour, dans les usages, parce que c'est très opérationnel. Mm. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de données. J'ai de plus en plus de données qu'on fait le point juste avant. Euh, Aide-moi, IA, quel que soit le nom qu'on lui donnera à cette occasion, à les comprendre. Ça, c'est le premier point. Mm. Le deuxième, en termes d'usage, euh, je parle à nouveau de partout. Un des éléments de communication sont les avis clients, Mm. les interactions clients. Et l'IA en génération de contenu va probablement permettre de gagner beaucoup de temps et de Dans la réactivité réponse, ouais. dans la Mm. réponse. Ça le fait déjà, ouais. Voilà, mais avec un Ouais. contrôle humain, Mm. toujours est-il qu'il y a beaucoup de cas qui vont pouvoir et qui s'enrichissent à une vitesse incroyable. Mm. Et donc, ça, c'est le deuxième usage concret aujourd'hui de l'IA, c'est de pouvoir répondre. Et c'est déterminant voilà, dans la bonne Mm. santé de la présence digitale du point de vente. Et puis enfin, euh, sur le tout premier point, je pense que ça va aider, sur la création du contenu, Ouais. sur le texte. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de syndrome de la page blanche. Mm. Bon, il faut que je produise 3 posts cette semaine, mais de quoi je vais parler? Mm. Et c'est probablement cet aspect-là des choses. Alors, il y a encore beaucoup d'appropriation, c'est normal, ça fait pas très longtemps que vraiment Ouais. c'est pratique, utile et performant. Et c'est quelque chose qui va être important à la fois sur la création éditoriale, le texte, les scénarios qui vont nous être proposés, hein, parce que c'est vraiment des choses qui sont proposées. Euh, et sur la création visuelle, je pense qu'au local, il y a encore du temps pour... et puis de la clarté aussi en termes d'approche et de charte interne aux enseignes, Mm. sur qu'est-ce qu'on crée, comment on le crée, comment est-ce qu'on s'assure que ce qui est créé correspond aux contraintes voilà, Ouais. graphiques Ouais. de l'enseigne. C'est pas forcément très clair. Mais tout ce qui est travail préparatoire va probablement aider. Et puis tout ce qui est post-production, qui est un élément, je pense. Jonathan, tu C'est fais la colossal, post-prod ouais. voilà, Du sous-titrage, Ouais. sous-titrage, cutter des vidéos, ouais. mettre Mais enlever le fond, Mm. voilà, détourer. ouais. Voilà, c'est vraiment l'outil. Tout ce temps finalement que je passais à faire des choses manuellement qui vont m'aider. Il y a beaucoup, alors, pareil, ça foisonne, donc on a besoin de pouvoir savoir un petit peu. Et je pense que dans l'accompagnement et des agences et des enseignes sur, voilà, dans les bonnes pratiques, le portefeuille outil en quelque sorte, ou la boîte à outils plutôt idéale pourrait être celle. Je crois que sur Canva, on peut créer un template, on intègre un fichier, Excel avec les prix, les produits et en fait, il crée, sans contenu, enfin, un nombre limité de contenu en fonction du template qu'on a déjà Incroyable. réalisé. Ouais. Alors ça, c'est une pratique, Ouais. mais je sais qu'on peut aller encore beaucoup plus loin. On peut aller beaucoup plus loin. Facebook, enfin Meta utilise déjà l'IA, Ouais. dans la publicité notamment. Ouais, ouais. Malheureusement, en Europe, on a des réglementations qui sont plus complexes qu'ailleurs. OK. Donc, ça fait que les outils qui existent déjà sur Meta sont pas disponibles en Europe. Mais littéralement, un catalogue produit, souvent les produits sont en images détourées PNG. Ouais. Et aujourd'hui, en fait, la mécanique va reprendre l'image PNG, va lui mettre un fond, va lui mettre une couleur, va lui mettre des prix, va changer la musique en fonction de la personne qui est en face, va changer les textes au-dessus et en dessous en fonction de la personne. Et donc, ce sont des choses qui vont s'optimiser en temps réel pendant la campagne. Donc, l'intelligence artificielle va, à partir d'une image 2D PNG détourée, créer des templates, tester les templates, C'est fou. voir ce qui fonctionne le mieux en fonction des profils des personnes et ajuster petit à petit le template. Ça ne veut pas dire que voilà, on est une enseigne et on a une image de marque qui est forte, on n'accepte pas n'importe quoi non plus. Donc du coup, effectivement, il faut le faire sur un catalogue produit qui est prêt pour ça ou qui est adapté à ça. Mais donc du coup, c'est une réalité qui existe déjà, qui va s'accélérer. On a
Je montrais encore hier un exemple, c'est même pas un exemple de Meta. Il y a des agences aujourd'hui, effectivement, à partir d'une image 2D, qui vous produisent une vidéo qui est prête à être envoyée en TV, Mmh. ou sur les réseaux sociaux d'ailleurs, mais Ouais, c'est incroyable. Donc, en fait, à part l'image 2D, là, il s'agissait d'un wok dans lequel on fait la cuisine, et ben derrière, on retrouve une vidéo avec une ambiance, avec, de la nourriture dans le wok, avec des c'est ça. indications dessus, en dessous, et ça a été créé en 20 minutes alors que jusqu'à maintenant, il fallait, 4 jours de tournage, et cetera. Donc l'intelligence artificielle, la reco, c'est, effectivement, c'est une révolution extraordinaire qui arrive, qui est en train de se mettre en place. C'est quelque chose qu'il faut embrasser parce que sinon, derrière, on va se rendre compte qu'on a C'est raté le train, c'est fou, ouais. et donc du coup, il faut vraiment le mettre au cœur de sa stratégie. Il faut quand même, l'avoir en tête, et puis comme tu le disais, sur des points logistiques en magasin, sur la manière, dont on organise une campagne publicitaire. Demain, l'intelligence artificielle fera le mix média local, et en fait, on aura de moins en moins, les tâches lourdes de la communication à gérer soi-même. En Donc, tout cas, faut pratiquer. ouais, faut pratiquer Faut pratiquer. complètement. C'est la Il y seule. a Il ouais, faut il y a pratiquer. un train à prendre en tout cas. Je trouve que c'est Coca, ils ont réédité une pub via l'IA, une pub des années 90. Ils ont retranscrit avec l'IA et c'est assez bluffant Mmh, et c'est beaucoup plus en intégré qu'on ne le pense, l'IA aujourd'hui dans les campagnes télé. c'est fou. Ouais, c'est complètement fou. Évidemment, ça coûte cher. En termes d'outils avec Agen, enfin, on va pas tout citer, mais c'est Ça colossal, hein. coûte nettement moins cher que Ça peut l'équivalent en coûter moins cher, production. ouais. Ouais, Mais voilà, il faut en tout cas maîtriser, c'est un Et point voilà, important, ouais. de la maîtrise, et puis aussi se doter vraiment d'une approche, euh, d'une approche opérationnelle. Mais d'abord, essayer de travailler dessus, installer ChatGPT ou équivalent sur votre téléphone, et voilà, Perplexity pour vous poser Ouais, des perplexity.ai pour c'est intéressant. surfer sur Internet. Je- Enfin, Mmh, c'est vraiment une autre approche de la ouais. recherche, où je pose la question. Je n'essaye pas d'adapter ma question à la façon dont un moteur de recherche fonctionne, Mmh, mais je pose la question telle que je me la pose, bien sûr, et les réponses ça arrive toute apparaissent. seule. Voilà, ça permet de se faciliter la vie finalement. dernier point qui va surprendre pas mal de gens, mais le prospectus n'est pas mort. Il n'est pas mort du tout. Euh, on est encore en expérimentation WePub, et Ouais, le vœu de Nanoterra, c'est qu'on reste en stop pub, puisqu'on ne voit pas vraiment ça n'a pas beaucoup de sens. ouais. En réalité, sur le terrain, c'est plus, voilà, les usages feront la différence. Je suis pas sûr que la loi ait besoin de le faire. Ouais, Les pays qui se sont lancés dedans ont plutôt tendance à revenir ouais. dessus. Au Canada, je crois que Walmart ou je sais plus quelle enseigne revient en arrière, mais Voilà, Aldi intéressant. s'était arrêté, Ouais, Aldi Sud s'est arrêté et a relancé, Mmh, mais même légalement, je crois que les Pays-Bas sont revenus dessus. ouais, Heu et le statut finalement est tout à fait satisfaisant, parce qu'il est très bien suivi et il permet de maîtriser. Et à nouveau, les quelques exemples qui voilà, c'est un support qui est apprécié, c'est un support qui, au moment de, la guerre de l'attention dont on parlait, il y a est un quelques support qui chiffres, ouais, génère, c'est voilà, fou. une attention incroyable. Parce que, on prend son catalogue, et d'ailleurs, ça a beaucoup challengé les agences, et Nanoterra parmi elles, sur la façon de raconter l'histoire dans un prospectus, mmh, pour que l'expérience soit enfin, pour justifier du temps d'attention que nous accordent les clients. Ouais, C'est vrai qu'on a aussi réduit souvent le nombre de pages mmh, des prospectus, mais finalement, ce que ça aura permis, ce WePub, c'est de faire prendre conscience que le prospectus est un support qui est porteur d'une opération commerciale. Jusqu'à présent, les deux étaient fondus en quelque sorte en un seul objet, mmh, et ça a permis de le décomposer en une offre commerciale qui vit sur plusieurs supports, notamment le prospectus, mais également sa version digitale, mais notamment d'autres façons de faire. On parlait à l'instant de l'IA. mmh. Demain, les spots audio qui mettent en avant un produit de cette opération quand j'écoute Deezer ou Spotify, ça fera partie du quotidien. Et Ouais, je pense que ça a accéléré en France la digitalisation du prospectus, ça c'est clair et net, mais que force est de constater que le support papier euh, perdure, et on peut faire l'analogie avec la presse. Les supports, si la ouais, presse quotidienne a plutôt tendance à voir ses volumes baisser, même
ça baisse régulièrement, mais pas drastiquement. La presse magazine n'est pas dans la même situation Ouais. parce que c'est un moment, en fait. C'est un moment de partage. C'est un moment voilà, Mm. que les consommateurs apprécient. Et peut-être que l'IA, justement, arrivera à optimiser la distribution pour qu'il y ait moins de gaspillage, sachant que le gaspillage était à l'issue le point sur lequel, enfin, c'est le gros défaut du prospectus papier, c'est son gaspillage. Et donc, du coup, Sa perception de gaspillage, Ça effectivement. perçoit. ouais. Et donc, du coup, il y a cette notion de mieux le distribuer. Et ensuite, il y a cette notion de complémentarité aussi, où on peut très bien imaginer la complémentarité entre ce qu'on voit sur le digital et ce qu'on voit dans le papier. Les QR codes sont revenus aujourd'hui de manière massive quand même dans les usages. Et donc, du coup, on pourrait très bien avoir du papier moins fourni qui renvoie vers des offres digitales. Inversement, on pourrait avoir du digital qui invite à aller chercher en point de vente le prospectus, où il existe encore, même chez Leclerc aujourd'hui, de manière assez importante. Ouais. Donc, du coup, voilà. Là-dessus, l'avenir nous le dira, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui ne sera pas fini avant très, très, très longtemps. Non, tant qu'on a des mains pour le tenir et des yeux pour le lire, je pense que ça va pouvoir continuer. On va rester là-dessus. Je crois qu'on n'a pas beaucoup de questions. Je pense qu'on a été efficace, peut-être que c'est pour C'est ça. ça. J'ai passé un bon moment avec vous. On est plutôt bon dans le timing, parce qu'on a fait sans répétition en plus. Donc, il est 15h23. C'était Bien très joué, les agréable. gars. C'est parfait. Bien, Merci, bon Jonathan. timing, ouais. Merci à vous. Parfait. Le replay sera disponible du coup sur Je bosse en grande distribution. Tu as mis la dernière? Voilà. Alors, Ouais. par contre, on va avoir un problème de QR code. Je mettrai le lien Tu mets vers le livre blanc juste après. Ouais, problème de réseau. de réseau. On est en Tour Montparnasse, on est bardé par de la ferraille. Donc le réseau n'est pas excellent. Mais en tout cas, le replay sera dispo sur Je bosse en grande distribution. Merci Et- à vous deux. Et puis, Merci, le Jonathan. livre blanc WePub 2 ans plus tard sera disponible en téléchargement, dans lesquels vous pourrez retrouver les réponses au questionnaire dont on a parlé, les interviews de Raphaël. Raphaël, Ouais, de Audrey. Justine de Audrey. Dolmen et de Brigitte Letier de Bricomarché. Et Audrey Vivanti. Et Audrey Vivanti, pardon, Absolument. de chez Nanoterra. Ben, merci beaucoup pour votre attention. Merci à Raphaël, merci Jonathan. Merci à vous Merci deux. à tous les deux. Très Ouais. cool. Et puis, on se retrouve l'année prochaine. Avec grand plaisir. Pour Stop Pub, Le rendez-vous est pris. deuxième version, Exactement. année 1. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci.